Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Avant de commencer cet épisode, vérifiez bien que vous êtes abonné au podcast. On ne sait jamais, vous avez peut-être oublié de le faire et que vous avez laissé une note sur votre appli. Je ne m'en dis pas des likes promis, mais sachez que c'est la meilleure façon pour vous de m'aider à démocratiser les infos sur l'écologie. Aujourd'hui, on a un épisode qui accompagne une série sur les énergies propres, entre guillemets bien sûr, avec un fournisseur d'électricité renouvelable. L'objectif, c'est comprendre un peu plus, vous allez voir, c'est un sujet un peu compliqué, un peu plus le marché de l'électricité avant qu'il arrive dans nos prises à la maison. Et du coup, pour ça, j'ai avec moi Antoine Garcier, donc le directeur général d'Énergie d'ici. Bonjour Antoine. Bonjour Xavier. Ça va ? Très bien, merci de me recevoir. Pour cette dose d'informations complexes. On a commencé à préparer l'épisode et j'arrête pas de faire erreur sur les différents termes à utiliser, etc. Donc j'espère que je dirai pas trop de bêtises dans cet épisode, mais de toute façon t'es là pour me reprendre et pour m'expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Avant de commencer donc avec mes questions sur le thème de l'énergie renouvelable et de votre système chez Énergie d'ici, j'aimerais qu'on aborde un peu ton regard sur la situation du marché électrique, mais comme si tu étais un consommateur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon électricité a augmenté en 2022. Quelles en sont les grandes causes ? Alors les premières causes, tout a commencé avec la reprise économique suite à la sortie du Covid. Donc une reprise économique avec une augmentation de la demande. Donc cette augmentation de la demande a mécaniquement commencé à faire augmenter les prix. Et ensuite sont arrivées des mauvaises nouvelles qui toutes ont contribué à faire monter les prix. Donc ça a commencé avec Vladimir Poutine qui a commencé à réduire les livraisons de gaz à l'Europe. C'était avant le début de la guerre en Ukraine, je le précise. La guerre en Ukraine a effectivement encore fait augmenter les prix, mais le mal était déjà fait, on va dire, de ce point de vue-là. Et ensuite, les mauvaises nouvelles sont venues du côté d'EDF et de la disponibilité de son parc nucléaire. Et donc ça a été le coup de grâce, en tout cas pour le marché à terme des prix de l'électricité. Et une véritable psychose s'est emparée du marché français au mois d'août-septembre 2022, avec des annonces aussi à la fois d'EDF, peut-être du gouvernement, qui vraiment ont fait peur aux consommateurs. Et donc cette précipitation a fait monter les prix à des niveaux jamais atteints. Donc après, donc ces prix, on a tapé les 1 000 € par mégawattheure. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces unités, mais un prix normal, c'était 50. Voilà ce qu'on peut dire. Entre 50 et 100 pour simplifier. Donc on multiplie par 20. C'est par 20, c'est entre 10 et 20. Et on est d'accord que, enfin pour moi surtout, et en tant que consommateur industriel, l'économie française ne peut pas survivre avec des prix à 1 000 € du mégawattheure. Alors, certes, très vite, le ballon de baudruche s'est dégonflé quand l'Union européenne puis le gouvernement français ont annoncé des mécaniques de soutien, certes, aux consommateurs, mais également un encadrement des prix sur le marché de gros. Et rien que l'effet d'annonce ont fait baisser les prix déjà. Donc ça, c'est très important. Ça montrait qu'il y avait certes une psychose, peut-être aussi des spéculateurs sur ce marché présent à ce moment-là. Ouais. Et puis depuis, si je dois continuer, donc petit à petit, le parc nucléaire français qui devait être absent est revenu. Certes, EDF ne tient jamais ses délais, mais à un moment ou à un autre, il arrive à remettre en service ses centrales nucléaires. Et donc c'est ce qui explique le fait qu'on n'a pas eu de problème cet hiver. Alors certes, on n'a pas eu un hiver très froid, mais indépendamment de ça, dès le mois de décembre, on était prêt pour passer l'hiver avec les centrales françaises. Mais on nous a annoncé très tôt des coupures certaines en France. Et alors, peut-être que je suis mal informé, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu d'énormes. Non, il n'y a pas eu de coupure, mais c'est... à un moment, le gouvernement, peut-être pensant bien faire, effectivement, RTE, donc le réseau de transport d'électricité, lui, se doit de préparer les scénarios du pire. Donc, ils ont commencé à annoncer que, sous certaines conditions, dans certains scénarios, peut-être peu probables, mais quand même possibles, il pourrait y avoir des coupures. Donc ça, c'est leur métier. Eux, le réseau de transport d'électricité, on leur demande d'assurer la stabilité du système électrique. Et donc, c'est vrai qu'ils ont commencé à communiquer sur ces scénarios. Et il se trouve que des sujets, parce que chaque année, RTE publie ces scénarios pour passer l'hiver. Même quand il y a moins de tension. Et c'est vrai que ça n'intéresse moins les gens en général. Ouais. Sauf qu'il se trouve que là, ça a été repris.
Et c'est vrai que dans ces scénarios, le délestage qu'on appelle, hein, pareil, c'est du jargon, c'est-à-dire que c'est pas, on dit pas coupure quand c'est fait de manière volontaire pour permettre au système électrique de ne pas s'écrouler pour faire un blackout, on parle de délestage. Bon, les scénarios de délestage, ça a toujours existé. Sauf qu'il se trouve que là, on les a brandis, médiatisés. Alors effectivement, parce que la probabilité que ça arrive était plus forte que d'habitude, ça, on peut pas le nier, hein. Mais néanmoins, ça restait avec des probabilités, je peux pas dire faibles, parce que voilà, il y avait ça pouvait arriver, mais c'était aussi dans le cas où on ne croyait pas EDF. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le marché aussi, quand les prix sont envolés, c'est que les acteurs de marché, peut-être des spéculateurs également, ont considéré que EDF n'arriverait pas à tenir ses engagements. Et c'est là où le marché a commencé à prendre peur. Merci pour ces premiers retours. Maintenant qu'on a un peu ces éléments-là, est-ce que tu peux te présenter et présenter Énergie-D'ici ? Donc moi, je suis Antoine Garcier, je suis le directeur général de l'Union des producteurs locaux d'électricité. Donc c'est la raison sociale d'Énergie-D'ici, donc qui est une dénomination commerciale en tant que fournisseur d'électricité. Donc je suis de formation économiste, spécialisé dans le secteur de l'énergie, et donc depuis plus de 20 ans. Et on va dire que c'est à ce titre donc, que j'ai participé à la création d'Énergie-D'ici il y a 7 ans, avec 11 producteurs indépendants français d'énergie renouvelable. Ok. Comment est-ce que tout ce que tu m'as dit là sur ce qui s'est passé en 2022, ça a impacté donc les producteurs de renouvelables ? Alors, ça n'a pas directement impacté les producteurs. Eux continuent à produire. Bon, après, j'ai peut-être oublié un élément dans l'équation de la hausse des prix de août, c'est qu'il y avait également une sécheresse cet été. Donc les producteurs ont été impactés, ceux qui sont producteurs hydroélectriques ont été impactés par ce phénomène. Et de fait, nous, Énergie-D'ici, qui sommes fournisseurs d'électricité, on se doit de continuer de fournir nos clients, quand bien même nos producteurs ne produisent pas. Donc le premier impact, c'est qu'on peut être amené à acheter de l'énergie sur le marché pour compenser la production manquante de nos producteurs. Et ceci à un prix qu'on ne maîtrise pas en tout cas, donc sur le marché spot par exemple, le marché de court terme. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez une union de producteurs, donc vous avez une capacité de production que vous allez dire à vos clients, voilà, nous on peut produire tant, donc ça veut dire qu'on peut accueillir tant de clients qui consomment la même chose que ce que nous on produit. Si vous produisez moins, vous allez être obligé de vous fournir sur d'autres marchés. Donc là, vous allez acheter de l'électricité verte parce que du coup, c'est ce que vous êtes engagé à fournir à vos clients sur un marché. Donc ça peut être de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité, c'est ça ? De la biomasse également. Alors, ce qui est important, c'est que pour tenir notre promesse à nos clients en général, c'est même pas en général, on ne vend pas 100% des volumes que l'on produit, mais seulement 60%. Puisque effectivement, nous, on gère énormément un fournisseur gère des risques. Donc, le premier risque qu'on gère, puisqu'on a fait le choix d'être une union de producteurs, c'est qu'on gère des risques de production d'abord. Donc, le risque de production, c'est déjà éventuellement des défaillances techniques, ce qui peut arriver. Et indépendamment de ça, vu qu'on est dans le renouvelable, on gère des risques météorologiques. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette marge de manœuvre entre ce qu'on prévoit de produire en général et ce que vont consommer nos clients, sachant qu'on gère également un risque de consommation, puisque, même si on a des modèles de part et d'autre, des modèles économétriques, on n'est jamais certain exactement de ce que vont consommer nos clients. Donc c'est quand on combine tout ça, c'est notre métier, c'est de gérer cet ensemble. Mais c'est intéressant parce que du coup, si vous vendez 60%, ça veut dire que en règle générale, si la production se passe bien, vous avez 40% que vous produisez et que vous ne vendez pas à vos clients. C'est des 40% que vous allez mettre sur le marché spot, c'est ça ? Sur le marché spot et éventuellement sur le marché à terme. Mais effectivement, nous, on est, même si on s'appelle Énergie-D'ici, on est relativement autonome, mais on n'est pas coupé du reste du monde et on est parfaitement intégré dans le système électrique français et donc européen. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que, au même titre que nos clients, si on déborde un peu, ne sont pas raccordés directement à nos centrales. Tout le monde est raccordé à un réseau unique
qui est donc au niveau de la distribution géré par Enedis. Et puis au-dessus, il y a le réseau de transport qui est géré par le RTE, donc le réseau de transport d'électricité. Mais donc, nous sommes tous raccordés à un même réseau. Nous, en tant que fournisseurs, on gère ce qu'on appelle les injections. Donc, c'est toute la production qui est injectée dans le réseau et les soutirages qui correspondent aux consommations de nos clients. Et on gère cet équilibre. D'accord. Bah, écoute, c'est très intéressant. Tu as commencé à le mentionner rapidement. Est-ce que tu peux me faire un petit point sur ce que c'est qu'un producteur, un distributeur, un fournisseur, un transporteur? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de notions différentes et qu'on peut se mélanger les pinceaux assez facilement là-dessus. Oui, donc je vais commencer par le transport. Donc, c'est les réseaux de transport d'électricité qui sont en France gérés par RTE. Donc, ils gèrent les autoroutes de l'électricité. Donc, c'est les lignes à 200 et 400 000 volts, pour faire simple. Il y en a aussi un peu en dessous. Donc, lui, il a la responsabilité vraiment de l'équilibre du système et il gère les interconnexions avec les autres pays, puisque donc en Europe, on est interconnecté avec tous nos voisins. Et donc, ça, c'est extrêmement important pour l'équilibre du système, pour gérer la tension, donc les fameux 50 Hz. Bon, je ne vais pas faire trop de physique. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle de RTE. Et les plus grosses centrales hydroélectriques sont raccordées directement sur le réseau de RTE. En dessous, il y a le réseau de distribution. Donc là aussi, c'est un monopole naturel, ce qu'on appelle en économie, la distribution, donc comme le transport. Donc, c'est-à-dire que sur un territoire donné, il n'y a qu'une seule société qui est autorisée à tirer des câbles, pour faire très simple. Il n'y a pas de concurrence comme dans les télécoms, ça c'est un point important. Il n'y a pas de concurrence par le réseau, en fait, dans l'énergie. On ne va pas tirer 2 câbles côte à côte pour fournir le même service. Et donc, quand le client vient chez nous, il est raccordé à Enedis. Alors, sur 95% du territoire, je précise, il y a 5% du territoire qui sont desservis par des entreprises locales de distribution. Donc, c'est des mini Enedis qui gèrent leur réseau sur des échelles plus petites. Et donc, le client, lui, est raccordé à Enedis. Le compteur appartient à Enedis. Et donc, quand un client change de fournisseur d'électricité, il n'y a aucun changement technique. C'est juste que à partir du moment où il est chez nous, par exemple, ces flux de consommation, donc ces injections, nous sont attribués. Et donc, ça devient notre responsabilité de mettre en face de la production. Donc, j'avais le transporteur, le distributeur, et donc il nous reste les producteurs, donc ceux que j'évoquais, donc qui, eux, sont raccordés à ce réseau en injection, et les consommateurs qui, eux, sont en soutirage. Et au milieu, il y a les fournisseurs. Donc, le fournisseur, il a la responsabilité. Donc là, c'est un secteur concurrentiel, au même titre que la production. Il a la responsabilité de fournir des clients et donc, pour ce faire, d'acheter, ou enfin, en tout cas, d'avoir de l'énergie pour être capable de faire face à la demande de ses clients. Et c'est pour ça qu'il y a une notion très importante pour un fournisseur, on parle d'équilibrage. Donc, c'est vraiment, on a l'exemple on voit la balance entre ce qui est produit et ce qui est consommé, et tout ça à chaque instant. Il faut bien retenir qu'à chaque fois, la production doit être égale à la consommation pour avoir l'équilibre de tout le système électrique, puisqu'on disait que tout était interconnecté. C'est intéressant ce que tu dis sur ce monopole du transport et de la distribution. Effectivement, on ne va pas tirer 2 câbles l'un à côté de l'autre, mais si je fais un rapide parallèle, par exemple, avec les réseaux ferrés, on ne tire pas 2 rails et pourtant, on commence à ouvrir à la concurrence. Parce qu'on va avoir des rames qui vont circuler sur les mêmes rails. Est-ce que ce serait possible d'envisager ça pour l'électricité? En fait, c'est déjà le cas. Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce qu'on fait passer nos électrons, et ceux d'EDF et ceux de Total, dans les mêmes câbles. Donc, ça revient exactement à ça. C'est-à-dire qu'un consommateur, quand il signe un contrat avec un fournisseur d'énergie, en fait, il loue le réseau d'Enedis pour faire venir nos électrons, enfin les électrons de son fournisseur. Bon, après, la différence avec les trains, c'est que les électrons, c'est pas une matière qui se déplace. Enfin, ils vont pas formellement faire le chemin entre la centrale, ce que j'expliquais déjà plus tôt, entre la centrale et le consommateur. Un électron, quand il est produit, il va au plus court. C'est la loi de Kirchhoff, je suis désolé, encore un peu de... Donc, physiquement, il va être consommé au plus près du lieu de production. Voilà. Mais ce n'est pas grave, parce que quand on considère le système électrique, moi je dis souvent comme un grand bol de punch, mais enfin voilà, c'est un grand bol dans lequel on verse. Il y a ceux qui font le mélange, qui versent leur punch, et puis il y a ceux qui ont la paille et qui boivent dedans. Bon voilà, c'est ça le système électrique. Donc dedans, tout se mélange.
on ne sait pas, peu importe au fait d'où viennent les électrons, à la fin ils sont retracés grâce à un système de comptage en entrée et en sortie. Ok, c'est une image très parlante et très claire. J'aurais utilisé plutôt de la caipirinha, mais l'idée est la même. Ok, super intéressant. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur qui est la partie sur laquelle Énergie d'ici est un peu spécialiste, mais qu'est-ce que c'est qu'une électricité renouvelable versus une électricité verte? J'ai l'impression qu'il y a une petite différence, mais je la comprends pas bien. Renouvelable, pour moi il y en a aucune. Hein. C'est juste après des choix de termes et de précision et de marketing. Le renouvelable, c'est vraiment, ça fait référence au fait que, en opposition aux énergies qui ne le sont pas, donc comme les hydrocarbures ou même le nucléaire. Donc, c'est-à-dire que le renouvelable, c'est on utilise une ressource qu'on n'épuise pas en l'utilisant, et puis qui va donc se renouveler automatiquement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est important. Après, le fait qu'on la décrive comme verte, c'est du marketing pour donner une couleur à ces électrons qui n'en ont pas. Et ça permet de faire le lien avec le bio. Avec la nourriture elle-même qu'on considère comme verte et saine. Voilà, on utilise ce vert. Donc, c'est un choix vraiment de communication sur le fait de parler d'énergie verte. Et alors, quand on parle d'énergie verte, on parle de contrat de garantie d'origine. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est pour les fournisseurs d'énergie verte? Qu'est-ce que c'est que les contrats de garantie d'origine et comment ils sont utilisés? C'est quelque chose que je trouve assez compliqué à comprendre. Peut-être que tu as une analogie type Ponche qui pourrait nous aider à imaginer la chose. Je sais pas, je me lance en tout cas. Donc sur les garanties d'origine, donc c'est effectivement un système donc européen qui a été mis en place pour différencier, justement pour mettre un peu de couleur sur des électrons qui à la base n'en ont pas. Puisque comme j'expliquais, tout va dans le même pot. Donc tout se mélange dans le système électrique. Donc pour arriver à différencier cela, donc dans chaque pays a été mis en place un registre et donc on va pour une centrale donnée, par exemple, si j'ai produit 1000 un mois donné, je vais voir le registre, je vais dire regardez mes relevés de compteur, j'ai bien produit 1000 d'énergie renouvelable, donc merci de me créditer mon compte de 1000 et grâce à ces 1000 que j'ai sur mon compte, si j'ai de la consommation de 1000 en face, je vais utiliser mes garanties d'origine pour dire cette consommation était bien verte car j'ai 1000 en face d'énergie renouvelable verte, d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est le schéma de fonctionnement. Après, il se trouve que vu que c'est un élément complémentaire à la fourniture d'énergie, mais qui n'est pas irrémédiablement lié à l'énergie, c'est-à-dire que on peut très bien acheter l'énergie d'un côté et acheter les garanties d'origine de l'autre. Donc, alors chez Énergie d'ici, vu qu'on a des contrats directs avec des producteurs, c'est vrai qu'on achète tout. Quand on achète l'énergie, on achète l'énergie et la garantie d'origine qui va avec. Mais il est tout à fait possible pour un fournisseur d'acheter les deux séparément. Donc d'acheter de l'énergie, on va dire grise, mais en fait elle est incolore en fait, et à côté d'acheter un pot de peinture pour rendre ces électrons verts. Et donc là, ça s'apparente un peu à de la compensation, c'est ça? Oui, après ce qui est certain, c'est que je sais qu'il y a certains détracteurs du système des garanties d'origine, mais à la fin, faut pas oublier que toute garantie d'origine qui est émise, qui existe, c'est bien qu'il y a bien de l'énergie renouvelable qui a été produite derrière. Donc si elle est achetée par un fournisseur et par un consommateur, c'est bien qu'au début de la chaîne, il y a bien un producteur qui a touché de l'argent pour cette production renouvelable. Donc finalement, il a été rémunéré spécifiquement parce qu'il produisait de l'énergie renouvelable. Et c'est l'idée du système. Ok, et donc quelqu'un qui achète de l'énergie, achète une garantie d'origine à côté, est-ce qu'il peut revendre cette garantie d'origine à un autre moment si le marché de l'électricité a un peu changé, si je ne sais pas, si l'électricité a fait un bond, un peu comme là, ce qu'on a vu? Est-ce que les garanties d'origine ont une valeur fixe ou une valeur variable qui leur permettrait du coup de revendre ces garanties sans avoir vraiment consommé une énergie verte? Enfin, la consommation, on s'en fiche a priori, à partir du moment où la garantie a été émise. Mais est-ce qu'il y a une spéculation sur ces garanties d'origine? Alors, il peut y avoir de la spéculation sur les garanties d'origine. Alors, elles ont une durée de vie d'1 mois en France.
Dans le sens où vous avez une limite du coup là quand même la variation de son tarif. Déjà, mais indépendamment de ça, ensuite c'est un marché qui est pas très liquide contrairement au marché de l'électricité quand même. Il est en train de se structurer et donc d'être un peu plus liquide. Donc ce qui est quand même plus il est liquide un marché, je disais, plus c'est un gage de transparence et on espère de moins de manipulation ou de spéculation. Mais effectivement, il pourrait y avoir des acteurs qui thésaurisent quelque temps, qui achètent, qui gardent, qui attendent de regarder comment les spéculateurs. Bon, mais il est vrai que le marché de la garantie d'origine a beaucoup augmenté également en 2022, très fortement, sur le marché européen et entre autres à cause de la sécheresse qui n'a pas concerné que la France, mais quasiment l'ensemble de l'Europe. Et que faut pas oublier que l'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable en Europe et en France. On n'en parle pas beaucoup. France étant le premier pays en Europe. Voilà, donc on n'en parle pas beaucoup, mais parce qu'elle est là depuis plus longtemps, mais elle est plus importante en volume. Ok. Quel est l'intérêt? Tu me dis que les garanties d'origine ont explosé en 2022. Quel est l'intérêt pour une entreprise? Parce que là, on parle de fourniture professionnelle. Quel est l'intérêt pour une entreprise d'avoir utilisé plus ces garanties d'origine en 2022, du coup? Pour un consommateur? Ouais. Quel serait l'intérêt de consommer l'énergie verte? J'allais dire, c'est une excellente question, mais ça, c'est à chaque entreprise. Chaque entreprise a ses raisons. Après, il n'y a pas d'incitation fiscale aujourd'hui sur ces consommations? Non, en général, certaines, surtout les plus grosses, c'est une incitation de type RSE, donc qui peut jouer. Ensuite, on a une démarche, personnelle ou de l'entreprise sur une volonté Après, c'est vrai que nous, en tant qu'énergie d'ici, on vend de l'énergie renouvelable, mais on vend de l'énergie aussi locale. Nous, on s'appuie sur ces deux valeurs et de manière un peu indissociable. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, tout ne repose pas tant sur le renouvelable, mais sur le fait que ça soit du renouvelable produit de manière répartie sur le territoire par des acteurs implantés sur ce territoire. Donc pour nous, c'est deux éléments qui sont très importants par rapport à juste du renouvelable. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant quelques années, alors les consommateurs étaient peut-être moins avertis à l'époque, mais on avait quand même beaucoup d'offres vertes en France qui étaient verdies avec des garanties d'origine qui venaient de Norvège, voire d'Islande. Donc l'Islande, ça me pose presque plus un problème parce qu'il n'y a pas d'interconnexion avec l'Europe. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends ce point-là. Est-ce que tu peux me parler un peu du modèle d'énergie d'ici qui me paraît un peu particulier, parce que tu me disais, on vend en direct du producteur au consommateur. Après l'explication du punch, j'ai du mal à mettre le doigt sur comment est-ce que ça fonctionne. En fait, nous, on fonctionne un peu comme une coopérative agricole, parce que tout le capital de la société, donc l'Union des producteurs locaux d'électricité, appartient à 11 producteurs indépendants français. Donc plutôt des PME familiales, qui se sont spécialisées plutôt dans l'hydroélectricité, mais qui certains sont également présents maintenant dans l'éolien ou dans le solaire. On a également des contrats directs. Donc maintenant, on a plus de 130 contrats directs avec des producteurs d'énergie renouvelable en France. Et en face, on a les consommateurs. Donc c'est bien de la vente directe. Il y a un seul intermédiaire qui est nous-mêmes étant en plus détenus par des producteurs. Donc ça, c'est pour nous très important. Et la traçabilité, la meilleure traçabilité, c'est l'argent. Donc c'est-à-dire qu'on a le consommateur sait très bien, peut très bien savoir où va l'argent quand il est chez Énergie. Il va à un des 130 producteurs qui nous fait confiance pour valoriser au mieux leur production. D'accord, parce que du coup, quand on passe par un fournisseur d'électricité classique, c'est quoi l'intermédiaire qu'il y a en plus? Alors, en général, un fournisseur classique, surtout, il va d'abord chercher parce que nous, on va d'abord chercher de la production et ensuite on va la vendre. Ouais. Ce qui est le modèle inverse d'un fournisseur normal, j'allais dire. Parce qu'un fournisseur normal, il va aller chercher des consommateurs et il va acheter sur le marché de gros l'énergie correspondante. Et donc, sur le marché de gros,
Alors certes, il peut l'acheter parfois de manière connue, mais également de manière inconnue. Il peut y avoir des transactions qui se font par des bourses et de manière complètement anonyme. On achète de l'énergie. D'accord, je comprends. C'est très intéressant du coup cette partie de qu'est-ce qui t'a donné le sentiment qu'il fallait partir de la production plutôt que de la consommation du coup. Alors, au départ, l'idée est venue des producteurs, hein, faut pas, et entre autres de Xavier Casio, qui est un producteur dans la région de Pau, qui avec des centrales hydroélectriques s'est retrouvé libre de vendre à qui il souhaitait après la fin du monopole d'EDF, puisque pendant 50 ans à peu près, donc tous ces producteurs étaient obligés de vendre à EDF. Et lorsque ce monopole est tombé, donc ils se sont posé la question de comment valoriser au mieux leur énergie. Et donc il y a eu cette envie d'aller vendre directement cette énergie aux consommateurs, et c'est comme ça qu'est né le projet Énergie d'ici. Après, c'est quand même pas absurde de se dire que si on veut vendre de l'électricité, il vaut mieux commencer à la produire. Évidemment, on peut maintenant, parce qu'il existe un marché de gros, on peut s'en passer et acheter sur le marché sans forcément être producteur, mais on maîtrise quand même un peu mieux globalement la chaîne de valeur de l'électricité quand on a un pied dans la production. Et à ce stade, d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas bon. Nous, on a un modèle un peu spécifique, mais alors toute proportion gardée, si vous regardez bien, EDF, Engie et Total, qui sont quand même les 3 plus gros acteurs en France, ont tous de la production. Ouais. Et pas forcément au niveau, enfin, ça ne couvre pas forcément l'intégralité des besoins de leurs clients. Je pense surtout à Total et Engie, mais ça en couvre une partie. Okay. Est-ce que tu penses que c'est un système, donc de partir de cette production pour arriver à la consommation, est-ce que c'est un système qui peut se développer et qui pourrait permettre d'avoir plus de producteurs décentralisés, PME, familiaux qui se développent sur tout le territoire ? Oui. Alors après, faut bien comprendre que nous, si on s'est regroupé, c'est que c'est pas si simple que ça de devenir fournisseur. D'accord. Donc c'était important quand même de faire cette union, parce que l'union fait la force. Même si on est petit, il faut avoir une certaine taille critique, qui est pas forcément d'être de la taille d'EDF, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais au moins une certaine taille, une mutualisation des moyens de production, parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si une centrale s'arrête, il faut qu'il y en ait d'autres qui continuent de tourner, quand même, on veut être sûr de continuer à fournir nos clients, et de pas être trop exposé au marché. Mais indépendamment de ça, je veux dire, c'est un modèle intégré qui, dans l'énergie de manière générale d'ailleurs, hein, c'est pas que dans l'électricité, est très cyclique. Il y a des hauts, des bas, parfois assez violents. Et donc le fait d'être sur toute la chaîne, normalement, c'est quand même une protection sur la chaîne de valeur pour passer le creux de la vague et le haut de la vague, on va dire ça comme ça. Néanmoins, il y a certains acteurs qui sont uniquement fournisseurs qui ont des modèles viables, hein. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même approche. Nous, on a une approche assez industrielle de notre métier. C'est vrai que quand on n'est pas assis sur de la production, on va avoir une approche plus alors financière, j'aime pas parce qu'on a l'impression que c'est un gros mot, mais une approche plus marché, purement marché. Okay. Quelle est la taille aujourd'hui du parc énergie d'ici ? Vous arrivez, si on parle en consommation foyer, je ne sais pas si tu as des données là-dessus, mais combien, enfin en foyer ou d'ailleurs, parce que vous avez essentiellement des clients qui sont des clients professionnels. Oui. Donc aujourd'hui, on regroupe plus de 400 gigawattheures de production. Et on a 12 000 clients, mais effectivement, comme ça, tu viens de le dire, c'est 90% de nos volumes qui sont vendus à des clients professionnels, à des consommateurs professionnels. Une petite partie de clients particuliers. Donc, alors après, si je dis pas de bêtises, je pense que 400 gigawattheures, on doit être capable de fournir 100 000 foyers à peu près. Mais voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas le même ordre de grandeur. Enfin, fournir un foyer, fournir. Ouais. Nous, dans nos clients professionnels, certes, on a des artisans, des commerçants qui ont des consommations plus importantes qu'un foyer, mais du même ordre de grandeur, on va dire. Mais on a également des collectivités locales, des industriels. Forcément, les industriels, ça peut vite grimper. Bon, même si pour l'instant, on n'a pas de très gros clients industriels. Nos plus gros clients sont
sont les plus petits des grands clients d'EDF. Enfin, je sais pas si c'est clair. Voilà. D'accord, ouais. Non, mais c'est des industriels, mais voilà, qui ont encore des consommations pour nous qui sont adaptées à notre portefeuille. Et ça, c'est un choix stratégique. Comment est-ce qu'on choisit si on veut plutôt des clients industriels ou particuliers? Quel était le principe de ce choix-là? Alors C'est déjà, plus simple. le premier principe, comme j'ai expliqué, vu qu'on gère du risque, c'est de répartir le risque. Donc en fait, non, nous, on a tout type de clients parce que chaque client ou chaque consommateur a des avantages et des inconvénients. Je vais faire court. Donc c'est bien pour ça qu'on a la volonté d'avoir un portefeuille. Alors je vais pas dire qui réplique la consommation française, enfin la France, mais voilà, on se dit que si on a un bon échantillonnage de la consommation française, c'est la meilleure moyen de gérer les risques. Voilà. Et ensuite, effectivement, vu notre portefeuille de production de 400 gigawattheures, on peut pas avoir un industriel qui représente une part trop importante dans notre portefeuille, tout simplement. Mais ça aussi, c'est une notion de gestion du risque. Bon, aujourd'hui, depuis quelques jours, vous réacceptez de nouveaux clients, ce qui n'était pas le cas avant. Comment est-ce que c'est parce que vous avez atteint la totalité des 60% de consommation que vous autorisez sur la totalité de votre parc? Comment est-ce qu'on décide qu'on peut plus prendre de nouveaux clients quand on est un fournisseur d'électricité? Alors aujourd'hui, on accepte de nouveaux clients parce que justement, on considère qu'on a encore du volume de disponible. Mais effectivement, ça nous est déjà arrivé de limiter les ventes parce que effectivement, on prenait trop de risques par rapport à notre capacité à les fournir. Et ça, c'est très lié à votre c'est lié à notre modèle. À votre modèle de production first et consommation après. Quoi. Oui, après, c'est lié à notre modèle, mais sauf que l'année dernière, par exemple, vous avez de nombreux fournisseurs qui ont arrêté de prendre également des nouveaux clients. Alors, eux, c'était pas un problème de production, mais c'était un problème de garantie financière, de capacité à continuer à acheter sur les marchés de l'électricité. Puisque, en fait, quand vous devez acheter sur le marché de l'électricité, c'est très gourmand en garantie financière. D'accord, donc en gros, ils n'étaient pas certains d'avoir la trésorerie possible pour pouvoir acheter de l'électricité et la revendre à un tarif qui soit pas suffisamment élevé. C'est exactement ça. Ok. Je pense qu'on attend bien la dernière question de cet épisode avant qu'on clôture, mais du coup, j'imagine que ça fait partie des enjeux pour les fournisseurs d'électricité avec la période qu'on traverse actuellement. On parle de crise énergétique. Est-ce que tu vois d'autres grands enjeux dans les prochaines années pour les petits producteurs, pour les fournisseurs qui ne sont pas des Total ou des Engie? Les enjeux, déjà pour des producteurs, pour des producteurs de renouvelables et d'électricité verte en priorité. Les enjeux, c'est déjà d'assurer la pérennité de ces entreprises. Pour la côté production, c'est de développer de nouvelles capacités et puis même d'entretenir et de pérenniser celles qui existent. Donc tout en respectant l'environnement et la réglementation qui va avec. Ensuite, je pense de manière plus large, donc suite à la crise des prix de l'énergie en Europe, l'Union européenne et le gouvernement français ont dit qu'ils voulaient changer les règles du marché de l'électricité. Je suis très circonspect sur ce qui va sortir de leur réflexion. Mais bon, parce que je crains qu'il y ait une tentation d'une trop grande régulation. Voilà. Et donc, du coup, pour un fournisseur comme nous, et pareil pour les petits producteurs, c'est toujours la crainte que, surtout en France, on ne veuille garder que des gros et que les petits embêtent. Mais bon, c'est pas du tout pour faire de la paranoïa. Moi, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun sur sa spécialité et chacun avec son ADN. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, nos objectifs chez Energedysis, c'est toujours de continuer à croître de manière raisonnable en assurant ses arrières et en démontrant notre professionnalisme auprès des autres acteurs et de l'administration française. Et je pense que c'est comme ça que la pérennité d'Energedysis sera assurée. Écoute, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Si vous voulez écouter le point de vue d'un producteur
d'énergie et d'hydroélectricité. On a enregistré avec Franck Addisson, qui est un des producteurs qui fait partie de cette union Énergie d'ici. C'est un épisode qui est super intéressant aussi, je vous le recommande fortement. Ça fait vraiment écho à un bon nombre des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui avec Antoine. Antoine, je te remercie pour ton temps et on partagera cet épisode le plus possible pour que vous puissiez avoir de beaux nouveaux clients industriels et particuliers dans les prochains mois. Merci Xavier. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.